Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la 3, il est 20h30 en temps universel. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous sportif quotidien prévu du lundi au vendredi à 20h30 à 22h bien sûr. Avant de poursuivre, je vous invite à découvrir avec nous ensemble le sommet, le menu de la grande team de ce jeudi 5 mars 2026. C'est parti. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs et c'est dans LGT News. Marseille, catastrophe historique pour Habib Beye. Ça fait le buzz. Éléphant, faut-il chercher d'autres concurrents à Yaya Fofana? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Ngamblé Konaté et sa team. Allez, c'est parti pour 1h30 d'émission, 20h30, 22h bien sûr sur la 3. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité sportive nationale et internationale ce soir. Je rappelle donc la question LGT qui porte sur le football, notamment les éléphants. Faut-il chercher d'autres concurrents à Yaya Fofana? Vous pouvez nous joindre bien sûr sur le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Je reprends, 27 21 59 93 99. Vous pouvez également nous écrire sur la page officielle de la 3. Nous aurons beaucoup de plaisir bien sûr à lire vos commentaires tout au long de cette émission que j'aurai beaucoup de plaisir bien sûr à vous présenter avec un trio, on va dire d'experts, un trio d'analystes. Je commence par Henri-Joël Bois. Bonsoir Henri-Joël. Bonsoir Ngamblé Konaté. Journaliste sportif au sein du groupe RTI. Oui. Et puis depuis le 24 février, vous êtes chef d'édition chargé donc des reportages bien sûr. Félicitations. Merci. Là je l'ai dit, là, tu ne voulais pas qu'on le dise, non? Bravo. Juste à ma droite, on a beaucoup de plaisir à le revoir avec nous, surtout les jeudis. Coach Angéno, il est formateur, entraîneur doté de la licence BICAF. Coach, bonsoir. Bonsoir. J'espère que je dis vrai. Hein? Bien sûr. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait plaisir de vous revoir tous les jeudis avec nous surtout. Merci Et beaucoup. puis juste à côté de vous, transmettez nos salutations les plus distinguées à un grand journaliste, bien sûr, José Diati. Bonsoir José. Bonsoir Ngamblé. José Diati, il faut le rappeler, un journaliste sportif, il était chef de service dans plusieurs rédactions de sport. Il a fait plus de 10 Coupes d'Afrique des Nations depuis 1998, Burkina 1998. 2 Coupes du Monde surtout. José Diati, devenu aujourd'hui écrivain, beaucoup plus écrivain aujourd'hui. Oui, je suis beaucoup plus consacré à l'écriture. Après mon premier livre sorti que j'ai écrit avec Pape Diouf, Père à son âme. Donc aujourd'hui, je me consacre à ça. J'ai mon deuxième ouvrage qui s'apprête à sortir, qui sera édité en France avec mon éditeur. Donc c'est ça. Merci infiniment, José Diati. Allez, le décor est planté, nos spécialistes, nos consultants sont prêts, bien installés. On va donc y aller pour la première marche de cette émission. LGT News, c'est maintenant. LGT News. MMA, pour ouvrir les news de ce jeudi, Pereira change de catégorie. Plusieurs scénarios entouraient l'avenir d'Alex Pereira. Le Brésilien se dirige désormais vers les poids lourds avec un objectif facilement identifiable, à savoir obtenir une chance immédiatement pour le titre des lourds. L'arrivée de Pereira dans ce paysage incertain de cette catégorie redistribue désormais les cartes. D'autant plus qu'un combat du combattant brésilien contre le Français Cyril Gane et l'Américain John Jones alimente les spéculations. Une chose est certaine, Alex Pereira, en quittant les lourds légers, bouleverse l'équilibre de 2 catégories et ouvre un nouveau chapitre chez les poids lourds. Intéressons-nous à présent au sport auto Formule 1. La saison 2026 démarre en Australie. Le Grand Prix d'Australie, prévu ce samedi 6 mars, marquera le début de la saison de Formule 1. L'exercice 2026 s'annonce croustillant avec une nouvelle réglementation, de nouvelles écuries et une incertitude sur le futur champion. Le suspense sera de mise tout au long de la saison et les hiérarchies devraient être bousculées. Lando Norris, le champion sortant, sait qu'il aura en face de lui de nombreux concurrents à la conquête du titre. Le programme et le calendrier de la saison étant connus, il faut souligner qu'il y aura 6 courses au format sprint cette année, notamment en Chine, à Miami, au Canada, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et à Singapour. Football à présent, préparation CAN féminine 2026. Deuxième victoire de rang pour les éléphantes. Les éléphantes n'ont pas tremblé face au Kenya qu'elles affrontaient hier mercredi pour le compte du second match amical international. Les filles de Reynald Pedros
ont assuré le service minimum au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Score final 1-0. Une victoire qui porte les griffes de Rebecca Amand-Hello. Ce deuxième succès consécutif en amical, après celui gagné devant le Bénin 2-1, confirme la bonne forme affichée par les éléphantes qui préparent dans la plus grande sérénité la phase finale de la CAN 2026. Les dirigeants ivoiriens ne ménagent aucun effort pour mettre leurs protégés dans de meilleures conditions de travail, histoire de leur permettre d'arriver à cette compétition avec de solides arguments. Pour l'heure, le staff technique va certainement tirer les conclusions de ces 2 matchs tests afin de procéder au dernier réglage. Burkina Faso, Amir Abdou, déjà enthousiaste. Nommé à peine quelques jours à la tête des étalons, Amir Abdou ne cache pas ses ambitions. Le tout nouveau sélectionneur du Burkina Faso entend faire bouger les lignes et apporter les changements qu'il faut pour réussir sa mission. On connaît la qualité technique de l'équipe et des joueurs qui peuvent aller très loin. Je voulais contribuer à les accompagner. Je suis vraiment heureux de démarrer ce projet. Il y a une structure et il va falloir assembler les puzzles. Je vais apporter mon expérience, a-t-il promis. Amir Abdou, faut-il le souligner, succède à Brahma Traoré, limogé à la suite de la mésaventure de la sélection burkinabé à la CAN 2025 remportée par le Sénégal. L'ancien sélectionneur de la Mauritanie, conscient du défi qui l'attend, annonce déjà son intention de sillonner l'Europe à la recherche de joueurs susceptibles de l'aider à atteindre son objectif. Maroc, Regragui, c'est terminé. Rebondissement au Maroc. Ce qui était considéré comme une rumeur vient d'être confirmé si l'on s'en tient aux dernières nouvelles. En effet, annoncé puis démenti à 2 reprises par la fédération, le départ de Walid Regragui est désormais effectif selon une publication de l'équipe. Le technicien marocain quitte enfin ses fonctions à la tête des Lions de l'Atlas. Arrivé en 2022, Regragui, janvier dernier, à offrir la CAN 2025 à son pays. On ne sait toujours pas qui sera le successeur. Autre information dans ce LGT, la CAN féminine 2026 est reportée, initialement prévue donc au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026. Bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations féminines vient de connaître un report. La Confédération africaine de football a décidé de reprogrammer la compétition du 25 juin au 16 août prochain. Un report qui vise à assurer le succès de la CAN féminine. Allez, on va donc débriefer ces différentes informations en restant donc au Maroc, puisque c'est le Maroc qui doit recevoir cette compétition qui a été reportée. José Diati, l'entraîneur donc des Lions de l'Atlas, a été, on va dire, il est sur le point de quitter la sélection, n'est-ce pas? Oui, mais il est déjà parti, c'est selon les informations qui nous parviennent. On a vraiment débriefé sur le cas Regragui ici sur le plateau pendant longtemps. Une première fois annoncé pour le départ, par lui-même et son entourage, démenti par la Fédération royale marocaine de football. Une deuxième fois, c'est la Fédération royale marocaine de football elle-même qui s'est saisie du dossier et qui a dit non, il n'était pas question de faire partie Regragui. Mais tout le monde savait qu'avec toute cette bulle gazeuse, c'est un entraîneur qui a beaucoup apporté à la sélection, quand même demi-finaliste. Il faut dire que depuis la CAN, depuis l'événement de la CAN qui a vu le Sénégal, le sac du Sénégal, il faut dire que le Maroc ne s'est pas encore remis de cette défaite. Voilà, tout porte à croire que le pays avait s'était préparé à remporter ce trophée. Hormis l'aspect sportif même, je pense que d'autres aspects étaient entrés en compte parce que le départ de Regragui, vous venez de l'annoncer tout à l'heure, le report de la CAN féminine, tous ces ingrédients montrent que le Maroc n'est pas encore sorti de son chaos debout, quoi. Voilà. Donc, mais pour Regragui, je pense que c'est une nouvelle étape qui commence pour lui. Et puis bon, on annonce Ouabi qui va le remplacer, Mohamed Ouabi, qui est le sélectionneur des jeunes des U20 qui a remporté le mondial. Et la deuxième fois, Ouabi a été mis dans la sélection sans même l'accord de Regragui. C'est-à-dire qu'on préparait déjà son départ. Mais Regragui avait le soutien du vestiaire, des cadres comme Hakimi. Donc, mais aujourd'hui, peut-être que ça n'a pas compté. Bon, c'est dommage pour le coach. Et puis bon,
bon vent à celui qui va venir prendre la sélection marocaine pour 2000. Dommage donc pour ce coach-là qui a offert donc la toute première Coupe d'Afrique, même pas la toute première demi-finale de Coupe du Monde au continent africain, tout simplement. On va lui souhaiter bonne chance s'il arrive donc à rebondir quelque part. Bien sûr, entre le football et le MMA, il n'y a qu'un seul pas. Et coach Angénor, lui, a décidé donc de nous parler de Pereira qui change de catégorie au MMA. Oui, effectivement, je voudrais parler un tout petit peu de Alex Pereira. Disons sa discipline qui est le MMA. Il faut dire que le MMA est une conglomération de disciplines. Quand on parle de MMA, on parle de Jiu-Jitsu brésilien, qui est une manière de se défendre particulièrement au Brésil. On parle aussi de la lutte. Et ajouté à ces deux, il y a encore deux autres éléments dont on pourrait parler. Par exemple, le Muay Thai, qui est la boxe thaïlandaise. Et puis, bien sûr, le striking, c'est-à-dire la boxe. Ce sont ces quatre éléments-là qui font le MMA. Et c'est à cela que ça donne Alex Pereira, et ce, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à maintenant. Alors, Alex Pereira est un Brésilien. Je pense que c'est l'un des Brésiliens qui n'a pas su jouer au football et donc qui s'est adonné totalement à des jeux de combat. Et donc, à 12 ans, il a très tôt commencé cette activité. Il a été perçu par un grand entraîneur dans ce domaine au niveau du Brésil qui l'a invité à plus d'entraînement parce que déjà à 12 ans, vivant dans les favelas brésiliennes avec une famille moyennement, je vais dire assez modeste, il a tout de suite commencé à faire les bagarres de rue et tout ça. Et je pense que c'est à partir de là qu'il a été récupéré par cet entraîneur-là et qui l'a invité à plus d'entraînement, plus de sérieux, plus de discipline. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec un contrat amateur où il a tout de suite commencé à se battre. Ça lui a demandé 28 combats, donc 25 qu'il a gagné et 25 par KO. Sans oublier qu'il y a eu quand même des moments de tristesse parce qu'il a fait quand même trois défaites. Et puis ensuite, il a été invité en professionnel parce que ses statistiques étaient vraiment assez affolantes. Donc, en pro, il a fait 12 combats, donc 11 victoires et une défaite. Et sur ces 11 victoires, il a fait 8 KO. Ça a charmé l'UFC. L'UFC qui est ce grand organisateur du MMA dans le monde, qui représente genre la FIFA dans le domaine du football, qu'il a tout de suite invité, quand on a vu tout son potentiel, pour voir dans quelle mesure du possible il pouvait aussi se défendre à ce niveau. Il faut dire que l'UFC, c'est l'Ultimate Fighting Championship, qui comme définition. Et donc, depuis ce temps, il ne fait que multiplier les combats. Et je me souviens de son combat contre Adesanya, qui était le ténor de cette catégorie des légers, mais Adesanya qui l'a battu encore en léger. Et puis c'est là, quand il fut champion, il a tout de suite changé de catégorie pour aller chez les mi-lourds. Les mi-lourds, il faut compter entre 83 jusqu'à 93 kg. Et encore à ce niveau, il a encore retrouvé le même Adesanya et qu'il a battu à 2 reprises. Et en 7 ans, les deux se sont battus 4 fois. Il a battu 3 fois Adesanya et il s'est incliné une seule fois. Aujourd'hui, après avoir été champion chez les légers et ensuite champion au niveau des mi-légers, des mi-lourds, pardon, il faut compter les mi-lourds entre 93 et autour de 84 à 92 kg. Il s'invite aujourd'hui chez les lourds qui est entre 93 et 120 kg. Et à ce niveau, chez les lourds, je pense qu'il fait fort parce que là, il s'agira maintenant de John Jones, il s'agira de Aspinall, il s'agira même de Ngannou, il s'agira aussi du français, j'oublie un peu son nom, Cyril Gane en français, Gane en anglais. Il s'agira de tout cela.
et ce sont des grands ténors de cette discipline. Je me demande qu'est-ce qu'il pourra faire, mais ce que je retiens de lui, je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, beaucoup de qualités. Et donc, bonne chance à lui, bon vent à lui. On espère que c'est tout bénéfique pour lui et il s'en sortira, bien sûr. Merci infiniment, coach. Je vais vous parler des sports de combat avec autant de passion et de précision. Je pense qu'en tant qu'entraîneur qui a évolué beaucoup plus dans le football féminin, vous pouvez donc servir à l'encadrement surtout des combattants ivoiriens, bien sûr. Alors, lui n'aime pas trop les sports de combat, c'est tellement qu'il aime beaucoup plus la vitesse. Et la Formule 1 démarre donc ce samedi 6. Henri Joël. Oui, j'aime beaucoup la vitesse, vous le savez très bien. Voilà, je suis quelqu'un Mais attention, il faut toujours... Oui, mais j'aime la vitesse. Il faut limiter tout la vitesse aujourd'hui, il faut faire attention. Oui, mais j'aime la vitesse, mais en regardant le sport auto. Ah, ok, très bien. Voilà. Alors, la grande saison au niveau de la Formule 1 va commencer ce week-end. Déjà, il faut connaître les favoris, surtout au niveau des écuries. Il faut savoir que la saison écoulée, c'est McLaren qui s'était imposé avec Lando Norris, le jeune Britannique. Ensuite, on a Red Bull qui arrive avec son pilote Max Verstappen. Et puis, viendront Mercedes avec George Russell et Ferrari. Sans oublier Ferrari, là, on peut quand même citer deux pilotes qui vraiment sont à un niveau assez intéressant, notamment Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Alors, est-ce qu'on aura cette saison la domination des McLaren, puisque à un moment, il y a eu ce duel, même si Max Verstappen était à côté, mais avec ce duel entre coéquipiers, notamment entre Lando Norris et Oscar Piastri. Après, il y a Verstappen qui s'est invité dans ce débat-là. Finalement, c'est Lando Norris qui s'est imposé, mais les Mercedes aussi n'ont pas été ridicules avec George Russell, qui lui aussi, par moment, a pu inquiéter, sans oublier les Ferrari. Donc, vraiment, c'est une saison qui s'annonce avec beaucoup d'incertitudes. Alors, pendant ces vacances plutôt, il y a eu quand même beaucoup de travail sur les différents monoplaces. Ça va nous donner un aperçu sur ce qui va se passer tout au long de la saison. Au niveau des premiers essais libres, on verra quelle écurie va afficher les meilleurs chronos. On verra quel pilote va mieux maîtriser sa monoplace, parce que c'est cela. Vous pouvez avoir un bon véhicule sans toutefois véritablement le maîtriser. Donc, là où notre ami Lewis Hamilton. Bien sûr, il est avec Ferrari. Voilà, il a quitté Mercedes parce que il a commencé avec McLaren, ensuite Mercedes, Ferrari maintenant. Je dirais c'est l'écurie phare au niveau de la Formule 1. Voilà, il a presque tout accompli. Il lui reste maintenant à remporter un prix avec Ferrari, puisqu'il a fait avec McLaren, il a fait avec Mercedes. Donc, on attend de lui qu'il puisse quand même s'imposer avec l'écurie italienne. Donc, voilà, une grosse saison qui arrive encore. Ça va faire énormément plaisir à tous ceux qui aiment cette discipline, notamment moi-même. Voilà. Oui, je vais bien aimer. Voilà. Et puis, voilà, on donnera quand même tout ce qui est comme actualité sur la Formule 1 ici dans nos émissions. Allez, c'était le débrief de LGT News, bien sûr. On va rester au football pour parler cette fois-ci de la Coupe nationale dont les 16e de finale ont été le tirage au sort élu, donc on va dire ce jeudi même, voilà, du côté de la Maison des Verts. Mais on va marquer une petite pause publicitaire et juste après on revient. La cour et le roi que je suis vous saluent. Les people font des polémiques. Et les polémiques font des people. L'observateur m'a dit que les gens disent qu'il est guindé, les gens disent qu'il est méchant. Je t'ai pas dit la vérité, tu as menti. Mais c'est pas le mensonge. Non. Au moment où je commençais ça, j'étais vraiment en effervescence avec mon groupe. Je ne suis pas le genre à vouloir me justifier tout le temps. Heureusement, le grand déballage est garanti dans Pipolémique. Débat, analyse et décryptage des dossiers les plus brûlants de vos célébrités. Pour cette nouvelle saison 2025-2026 de Pipolémique, vivez une expérience plus tonique, plus pertinente et plus chaleureuse. Pipolémique à suivre tous les jours du lundi au vendredi dès 13h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus.
Les 32 équipes qualifiées pour les 16e de finale, la 60e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire connaissent désormais leur adversaire. On en parle dans le focus maintenant. On l'a dit, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe nationale effectué donc aujourd'hui à Livry. L'affiche la plus prestigieuse du football ivoirien, bien sûr, ASEC Africa, ASEC Mimosa, Africa Sport, bien sûr. Découvrons ensemble les différentes rencontres dans le cadre des 16e de finale de la 60e édition de la Coupe nationale avec Henri-Joël Bois. Vous l'avez dit, on aura ASEC Africa. Pas que, hein. On aura aussi FC Solidarité et Yopougon Football Club, Iska l'Amphiara, c'est Westport de San Pedro de Plateau FC. Korogo sera face à l'US Fermier. L'AS Athlétique d'Adjamé sera aux prises avec le Racing Club d'Abidjan. Zoma FC sera qualifié face à Kazifoot. Ivoire Academy face à US Kyologo. AFAD Max United. ADFK Sporting Club de Gagnois. Williamsville Athletic Club face à l'US Agboville. L'AS Denguele Stade d'Abidjan. Stella Club face à la SOA. FC Oza face au FC San Pedro. Duel, hein, deux duels même de Ligue 1. Leader Sporting Club face à Sol FC. Et Boaké Football Club face à FC Mouna. Voilà. Voici donc les différentes rencontres comptant pour les 16e de finale de la 60e édition de la Coupe on va dire nationale de Côte d'Ivoire, bien sûr. Est-ce qu'on pouvait rêver mieux à ASEC Africain, enfin? Pouvait-on rêver mieux d'une autre affiche pour la promotion du football local? Coach Angelo. Je ne finis pas d'en parler, ASEC Africa. Nous autres, ça nous éveille, ça nous fait penser à pas mal de choses que nous avons vécues en son temps. Et quand j'ai vu l'affiche, honnêtement, ça m'a vraiment touché. Et je pense que le sort a bien voulu que ce soit ainsi. Et donc, c'est une bonne chose. Ce que je trouve de positif, c'est le retour du public. C'est pas le score, c'est pas le fait que l'Africa gagne ou que la SEC gagne, mais le peuple ivoirien gagnera quelque chose. C'est la présence du public. Et ces deux clubs vont faire la démonstration de ce que chaque fois qu'ils seront dans cette ligue ivoirienne, le public sera toujours au rendez-vous. Et à ce niveau, je me sens vraiment très très heureux et j'ai vraiment envie de vivre ça. Coach José Diati, vous avez couvert certainement beaucoup de duels, beaucoup de chocs ASEC Africa. Est-ce que ce choc-là qui arrive pratiquement 7 ans après leur dernière confrontation officielle en 2019 remportée par l'Africa, il faut le préciser, c'est avec le coach Grateca bien sûr, avec un certain Chikweze au stade Félix Oboigny, même si après l'Africa s'est incliné face à la SEC lors de l'inauguration, vous vous souvenez certainement, du stade Alassane Ouattara de Bimpe, on s'en souvient. Alors, coach José Diati, dites-nous, est-ce que ce choc-là n'arrive pas à un moment où malheureusement l'Africa est en difficulté dans ce choc face à la SEC qui caracole sur la tête de la Ligue 1. Je ne vais pas usurper le titre de coach d'Angelo. Moi, je suis journaliste. comme vous avez dit, coach José. Je pense que la question, c'était de savoir est-ce que ce match-là ne va pas vraiment redynamiser le football. Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. C'est à croire qu'on est allé chercher ce duel-là quelque part. Hein. Non, c'était un tirage au sort. Non, je veux dire que c'est bienvenu. Le sort est allé chercher ce tirage. Je veux dire que c'est bienvenu. C'est bienvenu parce que ça va apporter quand même, comme on dit, un peu d'eau au moulin à toutes ces activités des supporters là, qui n'attendent que ça. Et je pense que vous parlez des deux équipes. À ce stade de la compétition... Et qui n'affichent pas la même forme en ce moment. Oui, mais à ce stade de la compétition, on ne parle plus de forme. Pour ce genre de confrontation entre l'ASEC et l'Africa, on ne parle plus de forme. C'est sur un match que ça se joue. Aujourd'hui, il ne faut pas... Je pense qu'il ne faut même pas juger sur le fait que l'ASEC est premier du championnat de la Ligue 1, l'Africa est difficile. Ça, ce match ne va pas se jouer sur ce genre de détails-là. Parce que c'est deux équipes qui vont venir avec un état d'esprit différent de la SEC dans son championnat de Ligue 1 et de l'Africa dans son championnat de Ligue 2. Voilà, je pense que c'est un match qui sera beaucoup plus profitable à l'Africa Sport d'Abidjan, je pense. Henri-Joël Bois, une réaction sur ce ASEC Mimosa Africa Sport. Est-ce qu'on ne souhaitait pas que ce match se joue, par exemple, sur un terrain qui est beaucoup plus grand? Pourquoi pas à l'intérieur du pays, par exemple? Boaké, Yamsokro. Korogo, oui. Je pense que ça va donner encore plus d'envergure à ce match. Mais il y a une chose qu'on ne dit pas. Le président Idriss Diallo ne pouvait pas finir son mandat
101 ASEC Africa. Parce que depuis qu'il est arrivé, on n'a pas eu ce derby. Le comité de normalisation n'a pas eu de derby ASEC Africa, puisque pendant le comité de normalisation, l'Afrique est partie en Ligue 2. À l'arrivée, bien sûr, du comité, l'Afrique est allée en Ligue 2, l'ASEC était en Ligue 1, donc on n'a pas eu ce derby-là. Ça veut dire que cela fait très très longtemps que les deux équipes phares de notre championnat ne se sont pas rencontrées. Aujourd'hui, une main heureuse, moi je l'appelle comme ça, d'un ancien joueur de l'ASEC à Mimosa, Traoré Nébié, parce que c'est lui qui fait ce tirage-là, c'est lui qui choisit les deux, c'est lui qui tire les deux équipes. Voilà, sa main, c'est une main heureuse, c'est une main que devraient vraiment bénir tous les supporters, tous les fans du football ivoirien, parce que là... Mais une main aussi qui suscite beaucoup de réactions. Tout compte fait, c'est un tirage. Voilà. Il a tiré l'ASEC, ensuite il a tiré l'Africa. Absolument. Donc là, comme je l'ai dit, il faut bénir quand même cette main qui va nous permettre quand même de vivre ce derby. Alors, on a évoqué quand même les rencontres, les dernières rencontres entre ces deux équipes. La rencontre officielle entre l'ASEC et l'Africa, remportée par l'Africa. On se rappelle qu'il y avait eu un engouement autour où presque tous les joueurs professionnels passés par l'ASEC et par l'Africa avaient promis des tickets. Ils ont fait venir de l'argent, on a pris les tickets, on a distribué les tickets. Le match s'est passé au stade Félix Houphouët-Boigny et l'Africa s'est imposé. Vous avez évoqué la présence de Chikwueze qui vraiment avait ce jour-là malmené l'équipe de l'ASEC Mimosa. Ensuite, il y a eu le match d'ouverture du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Donc du coup, à ce match-là, l'ASEC a pris sa revanche. Sauf que ce n'était pas un match officiel. C'était juste un match, je dirais, de gala pour marquer l'ouverture officielle du stade Bimpe. Là, on se retrouve maintenant dans un match officiel. Est-ce que l'ASEC va se souvenir de cette défaite au niveau du stade Robert Champoux de Makori et se dit oui, on doit se réveiller? Ou est-ce que l'Africa va se souvenir de ce match amical perdu 2-0? Donc voilà là, les enjeux, mais je pense que peu importe l'état de forme de ces deux équipes, peu importe la division de ces deux équipes, parce que l'Africa est en Ligue 2 en difficulté, d'ailleurs l'Africa est en train de flirter avec la D3, l'ASEC est leader de la Ligue 1, mais ça ne compte plus. À l'instant où on fait ce tirage-là, les positions, les divisions ne comptent plus. Absolument. Voilà. Que faut-il pour susciter beaucoup d'engouement autour de ces ASEC Africa? Est-ce qu'il ne faut pas le jouer, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un terrain beaucoup plus grand, capable d'accueillir beaucoup de monde? Coach Angénor, rapidement. D'abord, le simple fait que les deux équipes se croisent, ça suscite déjà de l'engouement. Mais si c'est au Champ-Pro, par exemple, c'est 2000 places. Non, je ne pense pas que ça sera le Champ-Pro. On a le stade Alassane Ouattara qui est là. On a le stade Félix Houphouët-Boigny. Peut-être qu'on me dira qu'il est fermé ou pour travaux, je ne sais pas, mais il est là, il est présent. Moi, je préfère plutôt qu'on le joue en Abidjan, simplement parce que c'est ici qu'il y a plus de monde, c'est ici que les gens sont beaucoup plus, quand on parle de football, ils sont beaucoup plus concernés par rapport à l'intérieur. Oui, bien sûr, mais pour une assurance tout azimut, je préfère beaucoup plus... Bon, coach Angénor n'a pas envie de voyager pour aller à Boaké pour aller suivre ces matchs. Non, pas parce que je n'ai pas envie de voyager, mais je me dis qu'on est beaucoup plus concerné quand c'est ici à Abidjan. À Boaké aussi, je ne vous le fais pas mentir. Effectivement, je pense qu'à Boaké, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Mais ce qu'il faut faire pour qu'il y ait cet engouement-là puisse vraiment exister, c'est faire beaucoup de publicité. Et je pense qu'à ce niveau, on ne le fait pas suffisamment. Il faut faire beaucoup de publicité. Moi, je me souviens, un peu plus jeune, quand il s'agissait de ASEC Africa, mais que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, on ne finissait pas avec la publicité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'actualité. Je pense que c'est la publicité qu'il faut faire. Il faut beaucoup en parler. Il faut beaucoup parler des différents joueurs, des différentes équipes. Et attirer le monde, attirer tout le monde. Je pense que de cette façon, il y a quelque chose qui marchera. Alors, Ngamblé, en ce qui concerne la mobilisation, je pense qu'il faut ramener le système qui avait permis quand même d'avoir du monde sur la dernière rencontre officielle entre ces deux équipes. C'est vrai que la communication derrière
peut apporter. On sait que l'Africa draine du monde. Ça, on ne va pas le cacher. L'Africa, pour moi, a le meilleur public en ce moment en Côte d'Ivoire. La SEC ne va pas se laisser faire. Mais il y avait eu l'implication des joueurs professionnels, notamment Franck Kessié, Eric Bailly, Délis Simon. Il y avait tout le monde, il y avait même des hommes politiques. Bien sûr, qui avaient payé des tickets pour offrir. Mais vous avez parlé des hommes politiques, le ministre Mamadou Touré, qui était un grand supporter de l'Africa. La ministre Belmondo Dogo, qui elle aussi est fan de la SEC. On peut aujourd'hui ramener, je dirais, ce petit combat, ce petit duel-là, ce petit niaga de supporters-là, et puis permettre à ce que ce match-là soit un match des années 2000, des années 90, parce que c'est vrai, on était jeunes, on a vu l'engouement qui était autour de ces matchs. On veut revivre cela. Et puis, il faut mettre tous les ingrédients pour pouvoir réussir ce match, pour pouvoir remplir le stade qui va accueillir, bien sûr, la rencontre. En attendant donc la programmation de cette affiche, de ce duel en la SEC Moselle Africa Sport, contemple les 16e de finale de la Coupe nationale. Donc, nous, on espère que ce match-là va se disputer, bien sûr, sur un terrain capable d'accueillir beaucoup plus de supporters, aussi bien à Abidjan, donc à l'intérieur du pays. Merci pour vos analyses. Et à l'étranger, donc, c'est Habib Beye et l'Olympique de Marseille ont toujours parlé de coupe, puisque c'est en Coupe de France, bien sûr, qui font plutôt le buzz en ce moment. De la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, on se rend donc en France pour parler de la Coupe de France, bien sûr. Suite à sa défaite face à Toulouse en Coupe de France, Habib Beye devient le premier coach de l'histoire à être éliminé de cette compétition avec 2 clubs de Ligue 1 différents, bien sûr. On en parle après cette vidéo qui nous est proposée par la rédaction. L'embellie a été de courte durée pour l'Olympique de Marseille. Ils ont en effet été éliminés de la Coupe de France aux portes du dernier carré par Toulouse. Les Marseillais se sont inclinés au tir au but 3-4 de partout, temps réglementaire. Au-delà de cette défaite qui remet en cause la capacité de l'OM à enchaîner avec les bons résultats, c'est surtout le coach Habib Beye qui entre dans l'histoire de la Coupe de France pour une triste première. En effet, le technicien franco-sénégalais est devenu le premier coach à être éliminé avec 2 clubs de Ligue 1 différents sur une même édition de la compétition. Il avait déjà été sorti au tout précédent par Marseille, qu'il entraîne aujourd'hui alors qu'il dirigeait l'encadrement technique du stade rennais. La déception est à la hauteur de ce qu'on a vécu. Tous les supporters s'attendaient à ce qu'on ramène le titre qui nous fuit depuis très longtemps. L'espoir était là et quand il disparaît, la déception est grande. Il faut l'accepter, la comprendre. Il faut travailler et digérer la déception le plus vite possible, a-t-il réagi. Énorme désillusion pour l'Olympique de Marseille, coaché désormais par Habib Beye, l'ancien Marseillais qui a joué dans cette équipe. On se souvient autant de Didier Drogba, bien sûr. Et donc, Marseille qui est en difficulté, Marseille qui menait par 2 fois, Marseille qui s'est fait rattraper avant de s'incliner donc au tir au but face à, on va dire, Toulouse. C'est pénible en ce moment pour Habib Beye, n'est-ce pas, coach Angelo? Oui, c'est pénible, mais moi je pense qu'il faut prendre de la hauteur dans les appréciations. Rappelons-nous que Marseille, ça n'allait pas du tout. Je pense que c'est pour cela qu'ils sont allés chercher Habib Beye. Ils ont laissé leur entraîneur et c'est parce que les victoires ne s'enchaînaient pas. Et ça allait vraiment difficile. Je parle de Marseille. Oui, mais Habib Beye aussi ne se rendait pas chez lui. Il s'est fait remercier avant de venir à Marseille aussi. Oui, mais il y a eu quand même une analyse avant de le prendre. C'est un enfant de la maison. Il connaît la chaleur. Il sait de quoi il s'agit. Et donc, après, on fait un choix. On récupère Habib Beye pour pouvoir permettre à Marseille de continuer. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand ça ne va pas du tout et que vous trouvez un entraîneur parce que bien avant cette défaite, il y a eu d'abord une victoire avant d'arriver à cette défaite. Donc, pour moi, il faut prendre la hauteur et apprécier. À partir du moment où il y a déjà quelques victoires qui sont en train de venir, il faut lui donner le temps, il faut lui permettre de construire cette équipe parce que l'équipe, elle était totalement déconstruite, elle était très difficile à voir jouer. Et là, il est en pleine construction, donc sûrement, ce n'est pas le moment pour lui de faire des victoires, et ce, de façon successive. Et donc, il faut prendre la hauteur, il faut se calmer, il faut le laisser travailler. Et puis, je pense que Marseille, ça reviendra, bien sûr.
José Diati, quel est votre avis sur cette équipe de Marseille qui traverse en ce moment donc, une période difficile? Il faut rappeler que Marseille, c'est une équipe que vous connaissez bien parce que vous avez écrit un livre sur Pape Diouf qui fut donc président de l'Olympique de Marseille. Il est par ailleurs donc, le tout premier président d'un club européen. Alors dites-nous, la situation de Marseille est-elle inquiétante en ce moment? Non, moi je pense, il faut dire que les attentes au niveau des supporters de Marseille ont toujours été grandes. Hein. Sinon, il n'y a pas quand même... Marseille est quatrième quand même au niveau du championnat national. C'est vrai qu'au niveau de la Coupe nationale, ils sont éliminés. Pour le coach Habib Beye, je pense qu'il est là, ça fait 3 semaines. Hein. Il est là, ça fait 3 semaines. Il a signé un contrat pour 18 mois à l'Olympique de Marseille. Et il avait 2 objectifs qu'on lui avait assignés, c'est-à-dire la Coupe nationale, mais l'objectif principal, c'est qu'il termine au moins dans le top 4, c'est-à-dire au moins dans les 3 premiers pour viser une place en Ligue des Champions. C'est ça le gros objectif. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est éliminé en coupe nationale, c'est plus ou moins un petit objectif qu'il a raté. Mais je pense que ce n'est pas les difficultés dont vous parlez quand même que Marseille traverse. Les difficultés peut-être dont vous parlez sont liées à la ferveur des supporters qui sont très très exigeants. Très très exigeants. Je pense que c'est lié à ça. Sinon, au niveau du tableau, quand même Marseille est quatrième. Hein. Quatrième n'est pas très 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 loin de Lens. Et puis bon, PSG aussi est là. Mais l'objectif, c'est de terminer dans les 3 premiers du championnat. Je pense qu'il y a 10 matchs encore à jouer. Je pense qu'Abiba est capable de le faire. Et s'il n'y arrive pas, Marseille va certainement faire une année blanche. Voilà. Alors, est-ce que cette élimination en Coupe nationale face à Toulouse ne fragilise pas la position d'Habib Beye? Non, du tout, du tout. Ça ne fragilise pas plutôt la position d'Habib Beye qui, on le rappelle, vient d'arriver, qui a pu s'imposer, certes dans la difficulté, mais quand même victoire, face à l'équipe de Lyon dans les derniers instants. Ce fut un match assez intéressant, très épique d'ailleurs, cette bataille entre Olympiens, Marseille et Lyon. Là où je suis peut-être... je suis rassuré plutôt en ce qui concerne Habib Beye, c'est que c'est un enfant de la maison et rarement on a des critiques acerbes envers des entraîneurs qui ont évolué dans le club qu'ils entraînent après. Notamment Arteta du côté de l'Angleterre, je l'ai déjà dit ici, Arteta qui jusqu'à présent ne gagne rien, mais on est moins acerbe envers Arteta qu'envers peut-être un Erik ten Hag, avec un Maresca qui est arrivé à Chelsea, qui n'a pas fait long feu, qui a été évincé. Donc on est moins acerbe envers un enfant de la maison qu'envers quelqu'un qui vient et qui découvre la maison. Ça aurait été un autre entraîneur que cette élimination aurait pris une envergure peut-être qu'on ne maîtriserait pas en ce moment. Mais c'est Habib Beye. C'est quelqu'un qui porte Marseille dans son cœur. C'est quelqu'un qui a joué à Marseille. C'est quelqu'un de la maison. Donc, on va aller tout doucement. Je pense qu'il a... Même s'il s'est fait éliminer et je pense même je pense même encore que c'est un mal pour un bien. Parce qu'aujourd'hui, Marseille, je pense que si on pose la question au bord de Marseille, une qualification en Coupe d'Europe ou peut-être remporter la coupe de France ou la Coupe de la Ligue, ils choisiront la qualification en Coupe d'Europe. Parce que aujourd'hui, c'est ce que tous les clubs ont envie de disputer. C'est cette compétition que tout le monde a envie de disputer du côté de l'Europe. Donc si, je le dis comme ça, avec cette élimination, ils arrivent à concentrer toute l'énergie sur le championnat. D'ailleurs, ils ne sont pas largués, ils sont pas très loin de Lens. Ils pourront se concentrer non seulement sur, pourquoi pas, une place en Europe, mais aussi voire plus. Donc voilà, ils ont la possibilité quand même de se battre avec 10 journées qui restent et 30 points qui restent à se partager. Donc ils ont la possibilité de se battre et surtout de chercher un bon résultat, un meilleur résultat que peut-être la saison écoulée. Une équipe de Marseille qui a été humiliée récemment, donc on se souvient, par le Paris Saint-Germain. Comment expliquez-vous ces difficultés traversées par Marseille depuis quelques années? Coach Angelo? On le disait tout à l'heure, Marseille a un public très exigeant. Nous savons que Marseille est l'une des meilleures équipes de France depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jamais les premiers. Ils aiment bien cette expression. Ils étaient les premiers à remporter la Coupe d'Europe. Oui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a vu Jean-Pierre Papin, on a vu Carlos Moser, on a vu Abedi Pelé,
qui ont fait les gloires de cette équipe-là. Et donc cette chaleur-là est restée. Elle reste jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, sans oublier, je ne pourrais pas tous les citer, mais je cite des gloires de 20 ans, 30 ans en arrière pour dire que nous, on connaissait déjà Marseille déjà à ce niveau et Marseille, c'était une grosse écurie déjà. Et ça l'est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc cette exigence-là, à mon avis, c'est ce qui est la particularité de Marseille et c'est ce qui permet même à Marseille d'avancer et de se maintenir à un niveau jusqu'aujourd'hui en termes d'espoir. À un niveau que tout le monde exige et qui est le fait de pouvoir gagner. Donc, je me pose la question, est-ce que la politique au niveau de Marseille n'a-t-elle pas changé? Parce que quand on connaît celle de Bernard Tapie qui a fait le beau jour de cette équipe, aujourd'hui, quelle est la politique qui a été mise en place ou qui est mise en place et qui ne permet pas à Marseille de tenir la dragée haute à certaines écuries en Europe comme Barça, comme le Real et autres. C'est des grosses questions qu'on se pose. On souhaite vivement qu'un nouveau président vienne et qu'il mette en place une politique peut-être de recrutement de haut standing, c'est-à-dire totalement XXL, pour pouvoir redémarrer peut-être Marseille. José Diaty, rapidement, alors ce redémarrage de Marseille, pensez-vous qu'Habib Beye peut donner un visage reluisant à cette équipe de l'OM? Oui, je pense. S'il a été appelé, c'est que c'est dans l'espoir de donner un nouveau visage à Marseille. Vous parliez des difficultés de Marseille. Il faut savoir que Marseille aussi a changé de configuration managériale, c'est-à-dire depuis que le milliardaire américain a racheté le club, Frank McCourt. Voilà, il est occupé avec un autre club de baseball aux États-Unis. Bon. Il y a un management qui a totalement changé. Il y a le président même, Lombourdia, qui vient d'être pratiquement écarté. Hein. Il n'est plus dans la main courante. Il s'occupe des affaires institutionnelles seulement. Donc, c'est tous ces petits soubresauts là au niveau du club. C'est un club qui est là, mais ça bouillonne en bas. Il y a du sulfure en bas. Donc, c'est compliqué. Et si vous n'avez pas vraiment la tête bien posée comme Habib Beye, qui connaît la maison, il sait. Donc, je pense que ça peut redémarrer. Habib Beye qui connaît la maison, hein, parce qu'il a joué tout simplement dans les années 2000 avec Didier Drogba qui figure donc dans le top 4 des meilleurs buteurs sur une saison. Et bien sûr, Didier en 2003-2004 avait inscrit donc 32 buts, dont 11 en Coupe d'Afrique. Didier Drogba qui est donc le 4e meilleur scoreur donc, de cette équipe de l'OM. Allez, donc on va passer au carton de la semaine parce que nous sommes jeudi. Les cartons de la semaine, le principe est simple. Chaque chroniqueur commande donc un fait de l'actualité sportive et attribue un carton, on le sait. Le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton rouge, bien sûr. Quand il est rouge, ça veut dire que c'est une sanction. Alors, messieurs, on va donc prendre nos cartons. Je vais commencer donc par coach Angénor. Vous avez vu beaucoup de cartons. Vous avez quelle est la couleur de votre carton? Carton vert. J'ai un carton vert. J'ai à féliciter l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, l'entraîneur de l'équipe nationale A, c'est-à-dire M. Renal Pedros, qui, depuis qu'il est là, depuis janvier 2025, hein, je pense depuis qu'il est là, il a joué autant de matchs sans faire de défaites. En termes de résultats, moi je pense que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien. Et le fait de ne pas faire des défaites, et même si ce sont des matchs nuls ou des victoires, pour moi, ici, il y a la construction de la gagne. Il y a la construction d'une mentalité des gagneurs qui est en train d'être mise en place. Après, dans le contenu, dans la manière de jouer et autres, je pense qu'il a encore suffisamment de temps pour pouvoir implanter sa patte et permettre à cette équipe-là de dérouler comme il faut. Mais ce carton vert, lui, est décerné particulièrement, simplement parce qu'en termes de résultats, il fait vraiment la différence. Voilà une équipe ivoirienne, féminine ivoirienne, qui n'est pas citée parmi les grandes nations du football africain, mais qui ne perd pas. Et ça, grâce à Ronald Pedros. Et vraiment à lui, ce carton vert.
Carton vert donc de notre coach, Angenor, à l'équipe nationale féminine et surtout à son homologue entraîneur. Voilà, on va appeler ça comme ça, n'est-ce pas, coach Angenor, qui est également un spécialiste du football féminin, il faut le rappeler. Il est entraîneur, formateur, technicien, donc spécialisé dans le foot féminin, même s'il a également une certaine passion pour les MMA, les sports de combat. Allez, Henri-Joël Bois, quelle est la couleur de votre carton, vous qui aimez tant le football ivoirien, surtout le championnat national? Carton jaune. Carton jaune. Oui, avertissement au FC San Pedro. Ah. Voilà l'équipe du FC San Pedro éliminée en Coupe d'Afrique. Avec l'équipe avait bien sûr 2 matchs en moins. Et les 2 matchs en moins pouvaient permettre à cette équipe quand même d'aller titiller la SEC Mimosa. Sauf que sur les 2 matchs en retard, ils n'ont fait que 2 matchs nuls. Ils n'ont pris que 2 points sur 6. Assez insuffisant. Voilà. Et aujourd'hui, il laisse un boulevard à la SEC. C'est vrai que les 4 points n'est pas assez conséquent, peut-être 4 points, mais il laisse un boulevard à la SEC pour courir tranquillement vers le titre. Or, on aurait aimé voir une vraie bataille, parce que c'est cela aussi, quand on arrive à se battre comme il se doit au niveau national, quand on part en Coupe d'Afrique, quand même on a cette capacité-là de résilience, surtout dans les moments difficiles. Sauf que là, on va dérouler, parce que si lors de la prochaine journée, il y a une contre-performance du deuxième que le FC San Pedro, combiné à une victoire de la SEC Mimosa, on aurait 7 points. Et je pense que le championnat serait peut-être plié pour les jaunes et noirs. Moi, j'aurais aimé voir une équipe de San Pedro se battre jusqu'à la fin, savoir que ce n'est pas terminé, mais déjà se positionner à 1, à 2 points, ou peut-être même avoir le même nombre de points, ou pourquoi pas passer devant les jaunes et noirs, aurait amené, donné quelque chose d'autre d'intéressant à notre championnat, comme par exemple le match qu'on va avoir à SEC Africa. Mais aujourd'hui, voilà, on l'a dit, si dans 2 journées, la SEC arrive à gagner et que les poursuivants directs font des contre-performances, je pense que le championnat sera plié. C'est pour cela que j'ai mis un petit carton jaune, parce qu'on ne peut pas se faire éliminer en Coupe d'Afrique. Maintenant qu'on n'a que les affaires locales, là encore, on tâtonne. Donc c'est pour cela que j'ai donné ce carton jaune, pour qu'il puisse se réveiller. Parce qu'on a envie de belles batailles à la fin du championnat. FC San Pedro. Carton jaune donc de Henri-Joël Bois au FC San Pedro. Il faut le rappeler qu'il y a détenteur de la Coupe nationale. San Pedro qui avait battu le Racing Club d'Abidjan. C'est ce qui leur a valu d'ailleurs cette Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour les Pétruciens qui ont terminé 4e sur 4. 3 petits points seulement remportés sur 18 possibles. Aujourd'hui, ils sont 2e. Ils sont sur 4 matchs nuls d'affilée. On peut comprendre le carton jaune d'Henri-Joël qui n'est pas une sanction, même si le carton jaune au foot est une sanction. C'est aussi un encouragement pour San Pedro pour aller titiller dans la SEC Mimosa pour qu'on ait une fin de saison, on va dire palpitante, bien sûr. Et le Stade Abidjan qui est en train de remonter la pente. Allez, le dernier carton de la semaine sera adressé donc par José Diati. Je ne veux pas vous montrer déjà la couleur du carton. José Diati est certainement très en colère. Non, pas du tout en colère, mais je vais décerner un carton rouge à Nicolas Pépé, notre international Nicolas Pépé, pour les derniers propos qu'il a tenus à l'endroit de son entraîneur et de son président de fédération. Voilà, c'est un excellent joueur. Mais je pense qu'il n'a pas encore les codes, voilà, les codes qui régissent les joueurs de haut niveau. Voilà. Parce que de tels propos où il accuse pratiquement le président de la fédération à la base du fait qu'il soit écarté de la sélection, où il dédouane plus ou moins le coach qui lui dit qu'à 2 minutes de la convocation, il était encore sur la liste, mais que ce n'est pas de sa faute. Je pense que ce n'est pas des propos qu'un joueur professionnel de haut niveau doit tenir. Vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle les codes de haut niveau dans le football professionnel, dans le football de haut niveau. Vous savez, ce genre de propos-là doivent être tenus peut-être par son agent. Par son agent. C'est-à-dire ces propos directs-là doivent être tenus. C'est-à-dire vous faites une interview avec son agent vous dit, bon, écoutez, mon poulain, à tel moment, voilà ce qui s'est passé, et voilà, on l'a écarté pour telle ou telle raison, tout ça. Mais venir comme ça en tant que joueur professionnel et le dire de cette façon, que ce soit vrai ou faux, je pense que ce n'est pas professionnel de sa part. Parce que je ne suis pas certain qu'il aurait pu tenir ce genre de propos à l'endroit de son coach à Villarreal, ou bien de son président même à Villarreal. Il aurait pris des gants pour le dire. Je ne dis pas, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit ou c'est faux, mais je parle de l'action qu'il a menée. Vous savez,
vous parlez tout de suite de ma petite expérience dans le milieu du journalisme. C'est pourquoi, moi, quand j'écris, bon, c'est vrai que je me suis mis un peu à l'écart, mais je n'avais pas trop d'affinité avec les footballeurs, quand bien même je connaissais beaucoup. Voilà, parce que, pourquoi? Parce qu'un vrai footballeur professionnel ne va jamais vous dire les choses du vestiaire, ne va jamais vous raconter, que vous soyez amis ou pas, il ne va jamais vous le raconter. C'est-à-dire les propos que Nicolas Pepe a tenu, un joueur professionnel, même si vous êtes amis, il ne va jamais vous le dire. Il va vous le dire peut-être quand il aura arrêté sa carrière professionnelle, peut-être un jour, soit en passant, il le dira à tel moment, voilà, j'ai eu tel problème, je pense que voilà. Mais sinon, en exercice, il ne le dira pas. Et vous le disiez tout à l'heure, on a eu la chance de fréquenter des présidents de haut niveau comme Pape Diouf. Voilà. C'est-à-dire, quand ils vous racontent des choses de certains professionnels qui ne sont jamais sortis, mais c'est vraiment ahurissant quand on entend les propos de Nicolas Pepe, qui était un excellent joueur. Mais je pense qu'il n'a pas encore atteint la dimension de la conduite d'un joueur extrêmement professionnel. Parce que nous, quand tu vas vers un joueur pour lui demander ce genre de choses, il ne parle pas. Par contre, vous demandez à son agent vous parle. Le joueur parle à son agent, et moi, quand j'écrivais, c'est avec les agents que je prenais mes informations. Quand même j'étais avec les joueurs, parce que le joueur ne va jamais vous dire ce qui se passe dans le vestiaire. Qu'il soit frustré ou pas, il ne va jamais vous dire. Il ne va jamais attaquer son président. Mais il parle à son agent. Et son agent, quand vous êtes ami à son agent vous parle. Voilà. Donc, ce carton rouge, il lui est décerné pour dire que vraiment, c'est une attitude qu'il n'a pas eue. C'est pas une bonne attitude qu'il a eue envers son coach et son président. Et souvent, on l'a vu aussi, il a souvent savonné la planche de ses coéquipiers, comme Alban Lafont. Donc, pour moi, ce sont des choses à condamner. Voici pourquoi je lui décerne ce carton rouge. Et vous lui donnez donc ce carton rouge pour manifester votre colère contre cette attitude de Nicolas Pepe, qu'on ne juge pas. Et on peut comprendre aussi la réaction du garçon. Il a été blessé, il a été frustré, il s'est senti trahi. Je ne parle pas à son nom, parce qu'on a quand même écouté. Il a beaucoup apporté à cette équipe et il s'est dit qu'il pouvait également apporter quelque chose à cette équipe. Il a estimé qu'il n'avait pas eu suffisamment, sinon il n'avait pas eu tôt le soutien donc, de la Fédération moyenne de football, même s'il y a eu un communiqué derrière, mais qui était tardif pour lui. Il a également subi des propos racistes, il a dit. Donc le garçon, il a, on va dire, ses raisons, même si vous le condamnez quelque part aussi. Non, je ne le condamne pas, pas du tout. Voilà. Je ne le condamne donc pas. Donc, comprendre aussi sa réaction. Oui, mais ce n'est pas une réaction opportune. Ce n'est pas une réaction opportune d'un joueur professionnel de haut niveau, tel qu'il a mis, où il a mis. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il met donc en danger sa carrière avec les éléphants? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est au code de voir. Mais je dis pour ce que je sais, pour des joueurs professionnels que moi j'ai rencontrés, avec lesquels Didier Drogba, c'est Didier Drogba qui fait partie, Philippe Scolari de Chelsea. Voilà. Mais Didier n'a jamais parlé. Didier n'a jamais dit, voilà, dans le vestiaire, voilà ce que j'ai dit à un tournoi. Didier ne l'a jamais dit. Voilà. Pourtant, ce sont des choses qu'il nous a racontées. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, il a arrêté sa carrière, il ne l'a jamais dit. Didier est parti de la sélection avec des frustrations. Voilà. Mais il ne l'a jamais dit. Voilà. On n'attaque pas son président, on n'attaque pas ses coéquipiers quand on a un joueur de professionnel de haut niveau, quel que soit son talent. Merci José Zati qui donne donc un carton rouge à Nicolas Pepe. C'est son avis, on comprend et également on respecte votre avis. Allez, on va passer donc à la question LGT. Je rappelle la question LGT. Éléphant, faut-il chercher d'autres concurrents à Yaya Fofana? Le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous joindre bien sûr au 27 21 59 93 99. Le téléphone est le numéro de téléphone qui s'affiche donc juste au bas de notre écran. 27 21 59 93 99. Vous pouvez également réagir sur la page officielle de la 3. On s'est fait la plaisir de lire quelques messages donc, relatifs donc, à ces différentes réactions-là sur la page officielle de la 3. Allez, c'est la page de l'actu maintenant. Malgré ses performances en sélection, Yaya Fofana ne fait toujours pas l'unanimité. L'élimination des éléphants en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a amplifié les critiques, bien sûr. Faut-il d'autres concurrents au poste de gardien de but? Voyons d'abord ce sujet préparé par la rédaction.
L'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une équation difficile au poste de gardien de but après la retraite internationale de Barry Boubacar Kopa et la suspension de Sylvain Bowo pour dopage juste avant la CAN 2021 au Cameroun. Promu titulaire, Sangaré Badra Ali, dont la première sélection remonte à 2009, ne s'est pas montré rassurant, si bien qu'à son arrivée, le sélectionneur national Jean-Louis Gasset a préféré faire confiance à Charles Folly Ayayi, le portier de la SEC Mimosa. Malheureusement, celui-ci a montré ses limites au cours de la déroute subie par les éléphants à Ndola face à la Zambie en juin 2023. C'est dans ce contexte que le technicien français a pu convaincre Yaya Fofana de rejoindre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à 4 mois de la CAN à domicile. Longtemps membre des sélections de jeunes de France, ce binational évoluant à Angers, alors âgé de 23 ans, a accepté le challenge ivoirien. Malgré un parcours difficile au premier tour de la CAN 2023, Yaya Fofana a tiré son épingle du jeu lors de la phase à élimination directe pour participer à la conquête de la 3e étoile. Il a contribué également de façon significative à la qualification pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Indiscutable titulaire, celui qui évolue actuellement au club turc de Rizespor compte 33 matchs avec les éléphants pour 20 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 22 buts encaissés et 17 clean sheets. Malgré ce palmarès et ses performances satisfaisantes, Yaya Fofana est l'objet de critiques qui se sont amplifiées depuis la défaite ivoirienne en quart de finale de la CAN 2025 devant l'Égypte. Nombreux sont donc les observateurs et supporters qui réclament un gardien plus rassurant dans les buts des éléphants. Pourtant, Yaya Fofana fait déjà face à la concurrence d'Alban Lafont, un binational qui a fait le même parcours que lui et qui a rejoint le groupe ivoirien en septembre 2025. D'autres comme Mohamed Koné, Ira Tapé Eliezer et Issa Fofana attendent leur heure. À Yaya Fofana au poste de gardien de but des éléphants. Éléphant, faut-il d'autres concurrents à Yaya Fofana? Il faut le rappeler, Yaya Fofana, c'est le gardien titulaire des éléphants de Côte d'Ivoire, bien sûr. Et donc avant, messieurs, vos parents sont déjà juste à côté de vous. Avant donc de les exploiter, permettez-nous de rappeler une fois de plus que tous ceux qui vont donc nous joindre ce soir, et c'est le cas d'ailleurs depuis le lundi, retourneront donc avec des tickets. La RTI mettra donc des tickets à votre disposition dans le cadre de la finale de la Coupe de la Ligue féminine, bien sûr, qui va opposer le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais ce samedi 14 mars du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Le téléphone à trouver, il faut encore rappeler le numéro 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Avant d'entamer nos échanges, Henri Joël, regardons ensemble les performances des gardiens ivoiriens avec le club cette saison. Des performances qui vont s'afficher. En commençant bien sûr par le titulaire qui est Yaya Fofana, qui est né en 21 août en 2000 à Paris, en France. Il joue à Rizespor du côté de la Turquie, 33 sélections. Performance avec Rizespor cette saison, c'est 17 matchs, 17 fois titulaire, bien sûr, temps de jeu 1530 minutes. Il a encaissé 24 buts, 5 clean sheets, 1 carton jaune, pas de carton rouge. Ensuite, Alban Lafont, 23 janvier 1999, il est né à Ouagadougou, Burkina Faso. Il joue au Panathinaikos en Grèce. Il a 3 sélections. Performance avec le club de Pana cette saison, c'est 27 matchs, 27 titularisations, 1386 minutes de jeu, 23 buts encaissés, 10 clean sheets, 2 cartons jaunes. Et puis le tout dernier, Mohamed Koné, né le 7 mars 2002 à Abidjan. Il évolue à Charleroi du côté de la Belgique. Pas de sélection, performance avec Charleroi. 6 matchs, 6 titularisations, 540 minutes de temps de jeu, 5 buts encaissés, 2 clean sheets, 1 carton jaune. On poursuit toujours. Ah oui, c'est pas le dernier. On a Ira Tapé Eliezer qui est né en 97 à Abidjan. Il évolue au TS Galaxy du côté de l'Afrique du Sud. Pas de sélection. Cette saison, c'est 23 matchs, 23 fois titulaire, 2070 minutes de jeu, 23 buts encaissés, 7 clean sheets et 2 cartons jaunes. Issa Fofana, 2004, 30 janvier à Abidjan. Il évolue à Azam FC du côté de la Tanzanie. Pas de sélection. Cette saison, c'est un match, une titularisation, 90 minutes. Pas de but encaissé, un clean sheet, 0 carton jaune. Charles Folly Ayayi, il est né en 90 au Togo. Il évolue avec la SEC Mimosa, 8 sélections.
Cette saison, c'est 22 matchs, 22 titularisations, 1980 minutes de jeu, 19 buts encaissés, 9 clean sheets, 2 cartons jaunes. Alors, on a beaucoup de gardiens. Hein. Maintenant, renfort probable, Guillaume Rest de Toulouse, Ivan Conan de Lyon et Izan Koulibaly Marquez de l'Atlético de Madrid. Voilà. On a bien sûr beaucoup de gardiens de but sur lesquels les éléphants pourront évidemment compter. On pourrait même proposer aussi un Bamba Drissa, le gardien du Stade Abidjan, qui mérite aussi d'intégrer cette sélection. Alors, la question LGT, il faut encore le rappeler, éléphant, faut-il d'autres concurrents à Yaya Fofana, messieurs, à vos Panonso? Bien sûr. Pour le oui ou le non, je rappelle la question éléphant. Faut-il d'autres concurrents à Yaya Fofana? Oui pour Henri-Joël Bois. Non pour M. José Diati. Oui pour coach Angenor. On va essayer donc d'équilibrer. Je vais commencer par coach Angenor. Alors, argumentez votre position. Pourquoi avez-vous décidé donc de dire oui, il faut d'autres concurrents à Yaya Fofana? D'abord pour la motivation. D'abord pour la motivation, parce que et ça ne sera pas seulement qu'au poste de gardien, mais bien sûr à tous les postes, il faut d'autres joueurs d'une certaine qualité ou presque à qualité égale avec ceux considérés titulaires pour plus de motivation. Donc déjà, moi je place ça comme un principe. Hein, je place ça comme un principe. Après, pour parler particulièrement du cas de Yaya Fofana, je pense que c'est un gardien qui n'est pas peut-être dans les top meilleurs gardiens africains, mais qui est en train d'apprendre. C'est vrai que c'est pas intéressant de dire qu'il est en train d'apprendre quand on joue en équipe nationale, mais en même temps, quand vous regardez les statistiques de tous les gardiens qui ont été donnés, apparemment, au point de vue statistique, on ne voit pas un gardien meilleur que lui. Au point de vue statistique, on ne voit pas un gardien meilleur que lui. Et tous ces gardiens sont quasiment connus par tous les Ivoiriens. Et dans le contenu de leur manière à eux d'être dans les poteaux, on ne voit pas aussi des gardiens qui sont meilleurs que Yaya Fofana. Voilà. Même si Yaya Fofana n'est pas à ce niveau qu'on espère, parlant des gardiens comme Joseph-Antoine Bell, comme Zaki Badou, comme Alain Guaméné, voilà, tous ceux qu'on peut bien citer qui ont été des ténors à ce poste. Donc, à mon avis, mon principe est de faire de sorte à ce qu'à tous les postes, y compris le poste de gardien, on puisse avoir des gardiens qui ont sensiblement les mêmes compétences et donc qui fait qu'on est moins inquiet. C'est ce principe-là qui est le mien. On a compris l'essentiel de votre message, coach en général. Il y a M. Balo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Balo. Bonsoir, monsieur. Éléphant, faut-il d'autres concurrents à Yaya Fofana? Bon, moi, personnellement, je pense que non. Mais quand même, toutes les options sont ouvertes. Mais je pense que non. Parce qu'encore une fois, on a tendance à juger les gardiens. Mais quand la défense est faillite, ce n'est pas le gardien. Quand on regarde ses dernières performances en CAN, le match où on le juge contre Égypte, mais c'est des erreurs défensives, ce n'est pas l'erreur du gardien. Et les arrêts qu'il a fait contre Uruguay, match amical contre Uruguay, là tout le monde l'a applaudi. Mais si c'est pour des erreurs des défenseurs, tout ça on attribue aux gardiens. Mais souvent aussi, il faut que les gens apprennent à respecter nos gardiens. On a critiqué Barry jusqu'à aujourd'hui. Barry nous a donné Cannes, on a oublié ses critiques. Voilà encore Yaya qui vient d'arriver, au lieu de l'encourager. C'est un jeune gardien, il vient d'arriver au haut niveau. Il n'a pas trop l'espérance de haut niveau, mais il a quand même des arrêts très bons. Donc il faut lui donner la chance, il faut le soutenir pour qu'il puisse se performer encore. Mais si tout de suite on veut casser le moral, on va rester toujours à casser le moral des gardiens. Bon, même si on prend des grands gardiens en Europe, quand ils vont venir, c'est même chose, on dit les jours on fait un match mauvais, mais on va les critiquer avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Balo. Vous êtes là, vous êtes avec nous toujours, M. Balo. Oui. Allez, Yopougon n'est pas loin du plateau. La RT vous offre un ticket d'accès au stade Félix Houphouët ici samedi 14 mars. Merci beaucoup. À l'occasion de la finale, le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais, on va dire. Merci beaucoup, monsieur. Merci, M. Balo. Excellente soirée du côté de Yopougon. Okay.
Allez, pas coach, José Diaty. Je ne sais pas pourquoi il dit toujours coach, mais bon, peut-être que, voilà, quelque part aussi, après les livres, après l'écriture, il faudra aller peut-être de ce côté-là, donner votre expertise de journaliste. Voilà, donc à nos coachs. Alors, dites-nous. La question, c'est faut-il trouver un concurrent Des concurrents à Yaya Fofana. J'ai dit non. D'abord, non pourquoi? Dans un premier temps, pour le respect même que je dois aux deux autres gardiens qui le suivent, pour le respect que je leur dois, c'est-à-dire Alba Lafont et Mohamed Collé, pour le minimum de respect que je leur dois. Parce que la question telle que posée, si je dis oui, c'est-à-dire que je n'ai aucune même considération pour ceux qui le suivent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison. Parce que s'ils sont appelés, ça veut dire qu'ils ont quand même des qualités. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je ne vois pas aujourd'hui, dans l'immédiat, ou bien, oui, il a 25 ans. Il a 25 ans, la durée d'un gardien, un gardien peut jouer jusqu'à 45 ans. Il a le temps de progresser. Et je pense que pour le peu qu'il a montré en sélection, je pense qu'il est au-dessus quand même de la moyenne. Au-dessus quand même de la moyenne. Les seules fois où, on a parlé de la CAN, tout ça, mais c'était une défense qui était carrément remaniée. Voilà, où il a pris des scènes carrément remaniées. On oublie déjà qu'il nous a donné la CAN. Il a fait quand même de grandes sorties ici pendant la CAN. Donc, il ne faut pas être quand même un peu amnésique, quoi. Et puis, chercher quand même la petite bête. Je pense que c'est un gardien qui est posé, qui peut progresser et qui va être demain un grand gardien. Il est venu même à la CAN. Les gens n'ont pas perçu cela. Il est venu à la CAN un peu démotivé parce qu'il était déjà même annoncé. Esco d'Angers, il était déjà annoncé en Angleterre. Mais comme il venait à la CAN, il était déjà prêt à aller en Angleterre. Mais comme il venait à la CAN, mais le poste de gardien est un poste très stratégique. Donc on ne peut pas recruter un gardien et puis le laisser venir à la CAN pendant un mois. Voilà, le club anglais dit OK, bon. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Turquie. Et puis ce débat de gardiens, on l'a toujours eu en sélection, sous cette même forme, avec Kopa Barry, comme l'appellant le disait. On a même fait venir Stéphane Loboué, qui est un bon gardien. On a parlé de Stéphane Loboué en Allemagne, tout ça, mais on est venu face à l'Égypte. On a vu ce que ça donnait quand Kopa était blessé. Je ne juge pas le talent du gardien, puisqu'aujourd'hui, il est entraîneur des gardiens de la sélection malienne. Ouais, il est talentueux. Mais je veux dire, il ne faut pas qu'on brûle les gens et puis il ne faut pas qu'on anticipe des choses. On a parlé aussi, le débat a eu lieu ici avec aussi Tizier Jean-Jacques. Le débat a eu lieu, on est venu à la CAN. Bon, face au Cameroun, on dit non, Tizier, il est ceci, il est cela. On a fait venir Nyawa. Bon, on sait ce qui s'est passé. Je dis toujours que je ne brûle pas les gardiens. Ce sont de bons gardiens, mais c'est nous qui avons mis les charrues avant les bœufs pour brûler d'autres qui avaient peut-être beaucoup à donner pour la sélection. On les a anéantis. Et puis, ensuite, on fait d'une pierre deux coups, on anéantit celui qui est titulaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour moi, il n'y a pas le faire à la maison. Yaya, il est là, il va progresser et c'est un très bon gardien. Et c'est pour ça que vous avez dit non. Non. Allez, on prend la direction de Sipilou pour retrouver notre très cher ami Diomandé Mamando. Bonsoir. Comment vous allez, Diomandé Mamando? Bon, grâce à la troisième, moi, tu es où? Éléphant, faut-il d'autres concurrents Yaya Fofana? Et salut le plateau de Tanti. Merci. Oui. Pour les gens d'engagement à soi, je dis que bientôt nous irons pour le mondial. Donc, s'il y a un concurrent pour notre gardien Yaya Fofana, c'est salutaire, c'est bienvenu. Il faut concurrencer un poste. C'est ça qui donne la valeur à ce poste-là. Yaya, on sait qu'il est titulaire depuis 2023 pendant la CAN en Côte d'Ivoire. Et vraiment, s'il y a des enfants qui viennent en pleine forme dans les buts, on doit les faire appel pour qu'il y ait une concurrence vraiment au niveau des gardiens. Et je peux confier à Faye. Faye est tellement confié à Faye que c'est un grand entraîneur. Il sait qui appeler, il sait qui choisir, il sait la concurrence, ça ira au mondial. Non mais, oui. Bon mois de Ramadan et de Jeune Carême. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamando. Allez, on vous attend à Abidjan, parce que la RT vous offre également un ticket d'accès au stade Félix-Auboigny ce samedi 14 mars. Merci, M. Diomandé Mamando. Allez, coach Angénon a dit oui à la question. José Diaty a dit non. On va prendre les arguments maintenant de Henri-Joël Bois qui a dit oui.
Oui, il faut d'autres gardiens de bonne qualité comme concurrent à Yaya. On a vu ce qui s'est passé à la CAN. Alban Lafont, je ne le dénigre pas, mais quand même, lors du match face au Gabon, a montré un peu de fébrilité, sauf que ces derniers temps, avec son club, ça fonctionne très bien. Si on a, et le troisième gardien qui, lui, n'a jamais eu de minutes avec les éléphants à cette compétition. Donc, à quel moment on décide de lui donner une petite chance? Est-ce qu'on ne lui fait pas confiance? Est-ce que beaucoup de questions, en même temps, il est dans cette sélection, ça fait quand même, ça fait un peu longtemps. Voilà. Et je pense que si il y avait la confiance en lui, il aurait quand même eu quelques minutes, même à des matchs. C'est vrai qu'on ne remplace pas les gardiens de but n'importe comment, mais je pense qu'il aurait eu un peu de minutes. Aujourd'hui, si on a la possibilité de faire venir un gardien de qualité, on ne doit pas s'en priver, parce qu'on part à une Coupe du Monde. C'est vrai, l'Afrique, la CAN n'est pas une petite compétition, mais au niveau du mondial, c'est encore plus un cran au-dessus. Donc, il faut aller avec les meilleures âmes. Si aujourd'hui, on trouve un gardien capable, je dirais, capable de mettre Yaya Fofana sur le banc, moi, je suis preneur. Voilà, je suis preneur. Mais ça ne remet pas en cause les qualités de Yaya Fofana. Sauf qu'on part dans une bataille et il faut partir avec ses meilleures âmes. Si aujourd'hui, on en trouve de meilleurs que Yaya Fofana, pourquoi on s'en priverait? Et d'ailleurs, on va voir dans quelques instants on va dire le bilan de Yaya Fofana en termes de statistiques, bien sûr, avec les éléphants Henri Joël Bois, avec ce bilan-là. Vous allez certainement nous dire, malgré ce bilan-là, pourquoi Yaya Fofana est aussi décrié. Décrié parce que, d'abord, sur la dernière CAN, et on a vu beaucoup quand même de largesse de la part de notre portier, qui, à chaque frappe cadrée, avait des difficultés. Et ce n'est pas seulement une personne qui l'a vu, c'est presque tout le monde qui l'a vu. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les Ivoiriens, quand ils sautent un débat, c'est qu'ils ont déjà eux-mêmes fait les analyses et ce sont les résultats que nous voyons. Ce sont les résultats de leurs critiques que nous voyons, soit sur les réseaux sociaux ou peut-être dans les forums de discussion. Donc aujourd'hui, je pense que Yaya a montré, pour moi, beaucoup de fébrilité sur certains matchs. Donc on veut plus, on veut mieux. D'ailleurs, dans les coulisses, on parle d'approche envers Guillaume Rest. Mais pourquoi le sélectionneur et son staff iraient chercher Guillaume Rest si tant Yaya a su positivement dans les buts des éléphants? Donc je pense que même tout le monde est unanime qu'il faut apporter du sang neuf, surtout au niveau du poste de gardien de but. On va prendre la direction des Mans pour retrouver notre ami Kobina qui patiente depuis quelques instants, voilà, qui attend qu'on lui donne aussi la possibilité de donner son avis. Monsieur Kobina, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dites-nous, monsieur Kobina, est-ce qu'il faut trouver d'autres concurrents à Yaya Fofana? Oui, Yaya est nul. Il n'a qu'à prendre Alban Lafont. Il nous a fait pleurer en CAN passé. Contre Égypte, la deuxième but comme troisième but, ce n'est pas un but que Gardien doit prendre. Donc il est nul. Ah non, mais c'est trop fort ça, il est nul, c'est trop fort quand même. Ils nous ont fait la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas? Monsieur, il m'a fait pleurer, il vend maillot, il a laissé mon maillot dans la maison. Il m'a fait pleurer ici. Il met 500 000 dans ma matériel des Ivoiriens et puis tout est resté dans ma main. Il est nul. Le pénalty contre... Allez, on comprend votre aventure, monsieur Kobina. Merci infiniment. Et la RTI vous offre un ticket d'accès donc au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 14 mars. Monsieur Kobina, si vous voulez bien donc vous rendre à Abidjan à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue féminine entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Allez, on va voir dans quelques instants les statistiques de Yaya Fofana, le gardien titulaire des éléphants, bien sûr, avec la sélection nationale, et continuer surtout toujours ce débat-là. Alors, est-ce qu'Alban Lafont, pour vous, Henri Joël l'a dit il y a quelques instants, Alban Lafont était titulaire dans les buts face au Gabon, le troisième et dernier match de la phase de groupe. Est-ce qu'Alban Lafont aujourd'hui a le coffre pour être titulaire dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Coach? Au regard de ses performances lors de cette Coupe d'Afrique, c'est facile de répondre. On dira non immédiatement. Mais Alban Lafont, il est professionnel et il joue au Panathinaikos, je pense. Non, plutôt en Russie. Voilà, il a fallu compter sur ses qualités pour qu'on puisse le mettre
dans les poteaux. Tout à l'heure, ces statistiques nous faisaient comprendre qu'il a joué presque tous les matchs lors des différentes journées du championnat russe. Mais surtout, le championnat grec, pardon. Mais surtout, il a pris autour de 24 buts et ça n'empêche pas l'entraîneur et l'équipe de continuer de le mettre dans les poteaux. Et donc, c'est relatif. Tout ça, c'est une question de relativité. Et je pense que c'est parce qu'il est bon qu'on le garde dans les poteaux. Mais au regard de cette Coupe d'Afrique, au regard de ce qu'il a fait comme performance, je pense qu'immédiatement, on dira non. C'est pour cela que moi, je prône plutôt le fait de laisser le joueur, lui donner un certain temps afin qu'il puisse s'adapter. Lafont, on ne le connaissait même pas. On ne le connaissait même pas. Il y a certains Ivoiriens qui ne le connaissaient même pas jusqu'à ce qu'il commence son premier match. Vous voyez? Donc, il faut lui donner le temps de s'imposer. Et puis, après le temps donné, on pourra peut-être prendre certaines décisions. Mais quand, après juste un match, il a fait une bourde et qu'on ait peut-être perdu un match, et ensuite on prend des décisions comme quoi il ne faudrait plus qu'il vienne ou bien il ne faudrait plus qu'il soit sélectionné. Bon, moi je me dis que ce sont des décisions un peu hâtives. Allez, on a également d'autres gardiens, Irata Pélisé, Issa Fofana, on a même Folichel Ayayi, le gardien de la SEC Moza. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux-là également peuvent concurrencer, on va dire, au poste de gardien de but des éléphants? Oui, moi, c'est la question que j'attendais. Voilà, parce que on dit, bon, oui, il faut faire la concurrence à Yaya. Bon, proposez-moi quelque chose. Mais tout ce que vous citez là, moi, franchement, ce n'est pas eux qui vont venir concurrencer Yaya. C'est-à-dire que pour venir concurrencer Yaya, il faut quelqu'un au-dessus de Yaya. Voilà. Pour amener la concurrence, c'est ça. C'est tout. Donc, tout ce qu'ils sont aussi bons des gardiens, ils sont des gardiens, mais c'est pourquoi j'ai dit non. À l'heure actuelle, quand vous allez m'envoyer quelqu'un que j'estime quel est le niveau N+1 comparativement à Yaya, je dirais oui, il faut apporter la concurrence. Sinon, actuellement, je ne vois pas, on parle de Guillaume Ress. J'attends de voir. Il y a des statistiques, tout ça. On parle d'Alba Lafont qui a fait un mauvais match. Vous savez, c'est le syndrome Nyawa qui revient. Hein. Le syndrome Nyawa, le syndrome Lobo Stéphane, c'est-à-dire à partir d'un match, paf, la carrière du joueur est finie en sélection. Et ça, c'est les Ivoiriens, ça. Ça, c'est les Ivoiriens. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un joueur. Alba Lafont, il est arrivé, il ne connaît même pas l'environnement. Vous savez, la CAN, c'est différent d'un match en Europe. Bien, le contexte est totalement différent. Moi, j'ai fait, par exemple, comment on appelle, le mondial en 2006. Je dis, moi, je suis journaliste. Je suis hors du stade. Avant de rentrer dans le stade, moi-même, je tremble. Je ne suis pas sur le terrain. C'est-à-dire, la vue du stade. C'est-à-dire, je suis hors du stade. L'Alliance Arena. C'est-à-dire, qui s'illimite. C'est-à-dire, moi-même, je suis journaliste. Je ne suis pas sur le terrain. Hein. Mais je rentre dans les tribunes, je tremble. Donc, ne prenez pas un match et pour juger un joueur et puis carrément lui couper les vivres et puis c'est fini. Oui, on comprend. C'est pas normal. Oui, on comprend, José Diati. Allez, avec Henri Joël-Bon, on va découvrir, sinon redécouvrir les statistiques de Yaya Fofana, le gardien titulaire des éléphants, depuis qu'il évolue donc en sélection. Sa première sélection remonte au 9 septembre 2023, Côte d'Ivoire, Lesotho, en but à 0 statistique avec les éléphants. C'est 33 matchs, 20 victoires avec Yaya Fofana, 7 matchs nuls, 6 défaites, 22 buts encaissés, 17 clean sheets. C'est vainqueur de la CAN 2023, 4 finalistes de la CAN 2025 et puis une très belle qualification pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que cette expérience de Yaya Fofana ne lui donne pas une longueur d'avance sur ses concurrents? Rapidement. Lesquels? Parce que là, on parle... Parce que moi, la question aujourd'hui, quand on pose la question, je fais aussi référence à ce qui se dit en termes d'arrivée au sein des éléphants. Donc, si aujourd'hui, on me dit le staff a contacté, bien sûr, Guillaume Rest, s'il arrive, moi, je pense que c'est un candidat sérieux pour concurrencer Yaya. Alban Lafont, si on lui donne du temps de jeu dans ce match ou dans cette fenêtre qui arrive, dans cette fenêtre de masse, et qu'il arrive à prouver, ça sera un concurrent sérieux. Pour revenir sur les gardiens, Irata Pélisé, Ayayi Foli et Issa Fofana, pour l'instant, ils ne sont pas au niveau.
Merci infiniment, Henri Joël. Éléphant, faut-il d'autres concurrents à Yaya Fofana? La question a été posée donc, au public sportif ivoirien. On va donc les écouter. Ils ont donné leur avis, bien sûr. Pour moi, la stratégie qu'il faut adopter, d'abord, il faut beaucoup s'investir dans la publicité des différents clubs et montrer l'importance d'abord de nos championnats afin que la population ivoirienne puisse s'intéresser plus. Et la deuxième des choses que moi je vois, c'est de beaucoup s'investir dans des joueurs parce que nous n'avons pas des joueurs assez professionnels qui inspirent et qui peuvent donner la motivation à une personne de dire bon, je vais aller au stade à cause de Is, mais à cause de tel joueur. Donc pour cela, moi je pense qu'aujourd'hui, la fédération doit beaucoup s'investir dans des joueurs qu'il faut pour notre compétition. Et en plus de ça, il faudra aussi que la fédération s'investisse aussi beaucoup aussi dans la pub, afin de montrer l'importance de nos championnats et de savoir que ce n'est pas seulement que les champions européens qui peuvent inciter un Ivoirien à pouvoir se concentrer sur la télévision pour la regarder. Il faut faire les recrutements parce que je me rappelle dans les années 90, il y avait les recrutements qui étaient faits un peu partout. Nous avons eu ici les joueurs, comme on appelle Rachid Ini. Voilà, on a eu des gens qui sont quittés au Nigeria, qui sont venus ici en Côte d'Ivoire et jouer ballon. Et puis, je me rappelle quand il y a des matchs contre ASEC Africa, il y a des échanges au fait. Une mise en place de tickets, peut-être tickets SEC amis en quelque sorte, ils vont se sentir un peu plus impliqués. Peut-être quand tu prends le ticket, tu as droit à peut-être un ami invité, un truc comme ça. Je pense que, ou bien tu prends un ticket pour 5 places collées entre amis, ça je pense qu'ils seront un peu plus impliqués. Il faut déjà qu'on ait des joueurs européens qui viennent dans notre championnat. C'est-à-dire, avec ça, je pense que ça va attirer beaucoup l'attention des jeunes fans de foot, vu que c'est principalement la jeunesse qui regarde le football, on ne va pas se mentir. Et s'il y a peut-être une star européenne qui joue dans un grand club, bon, pas forcément dans un grand club, dans un club reconnu, peut-être en Ligue 1, en Première Ligue, qui vient peut-être jouer à l'ASEC ici, je pense que ça va faire de l'influence. Il y a aussi peut-être la communication. Si la fédération peut essayer de régler ça, faire beaucoup la communication sur nos championnats africains ou bien sur nos championnats ivoiriens, pour emmener l'affluence de nos stades. Éléphant, faut-il d'autres concurrents à Yaya Fofana? C'était donc la réaction du public sportif ivoirien. Ils sont également nombreux à réagir sur la page officielle de la 3. La question a été posée depuis quelques heures, bien sûr. On va lire quelques commentaires. Yeo Nyenyeri Suleiman nous dit « Oui, bien sûr, nous devons chercher d'autres concurrents car nous avons besoin d'un grand gardien et non d'un gardien grand. » On ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais bon, c'est lui qui l'a dit, Nyenyeri. Didier Aka nous dit « Il ne s'agit pas de chercher son concurrent, il s'agit de le remplacer par un gardien plus rassurant. » Un dernier commentaire, qui dit bien sûr il y a forcément un Manuel Neuer ivoirien quelque part qui existe et hésite de venir donc en sélection. Il faut donc ouvrir la concurrence. Alors, on va faire un dernier tour de table sur cette question-là. Coach Angenor, sur la question Yaya Fofana pour vous, il faut absolument trouver d'autres concurrents à Yaya Fofana. Ouais, moi, je voudrais d'abord dire que l'équipe nationale, c'est l'apothéose. Quand vous faites vos preuves en championnat, et que vous présentez une certaine qualité et qu'on vous appelle en équipe nationale, c'est le remerciement de vos qualités. Et quand on arrive à ce niveau, généralement, entre guillemets, on dirait qu'on ne viendra pas pour apprendre, mais on vient pour accomplir les devoirs, on vient pour accomplir les tâches. Malheureusement, il peut arriver qu'on ne puisse pas avoir des joueurs d'un certain niveau. Et qu'on n'est pas mieux. Ça pourrait être peut-être le cas de Yaya, qui ne peut pas se comparer à Guaméné Alain, ni à tous ces gardiens que l'Afrique a pu bien créer, mais qui est en train d'apprendre. On peut s'appuyer sur l'équipe nationale pour devenir grand. Merci, coach. C'est cette opportunité-là que Yaya a en ce moment. Merci, coach. Allez, José Yati, votre dernier mot sur cette question-là. Non, j'attends de voir. J'attends de voir la merveille qui va venir pour supplanter ou bien pour faire la concurrence à Yaya. Sinon, pour l'instant, c'est le meilleur gardien. Et très bien. Henri Joël Boy, vous? Alors, ce que je peux dire, c'est que tant qu'un gardien se sent titulaire, malgré quelques erreurs qu'il commet dans les buts, tant qu'il est sûr que malgré ses erreurs, il sera toujours titulaire, je ne pense pas qu'il pourra s'améliorer. Par contre, si on lui envoie ou on ouvre la porte à la concurrence,
ça peut être un élément pour le motiver, pour l'emmener à se surpasser, pour donner le meilleur de lui-même. Voilà. Merci infiniment, Henri-Joël Bois. Merci pour tout. On va s'arrêter là pour ce soir, Henri-Joël. Merci, coach Angénor. Merci. Merci, José Diati. Merci. C'est vrai que je vous ai baptisé coach aujourd'hui. Allez, on va donc s'arrêter là. Merci infiniment à toutes nos équipes réunies donc en régie autour de tout. Alpha Yannick, bien sûr, notre gratitude est infiniment acquise à notre responsable éditorial, Vessoum Germain Lamé, qui nous a aidé à préparer cette antenne, bien sûr. Merci à vous, mesdames et messieurs, amis, d'avoir suivi. Rendez-vous après demain pour le tout dernier numéro de la semaine, bien sûr. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.